Bon Manon, faut faire la QC là. Non, je suis en grève cette semaine. Mais tu peux pas faire grève. Mais pourquoi j'ai pas le droit de faire grève? Tous les autres, ils peuvent faire grève et pas moi? Ben oui, parce que toi, t'es députée européenne. Il y a des gens qui t'ont élu et il faut que tu ailles au Parlement pour les représenter et puis pour les défendre. Bon, ok. Bon, puisqu'il faut faire une AQC quand même cette semaine, du coup, on va beaucoup parler mobilisation sociale et démonter un petit peu les mensonges du gouvernement en la matière sur la réforme des retraites et pourquoi il faut qu'on soit toutes et tous dans la rue pour défendre notre modèle de protection sociale. Je vais aussi vous parler d'un de mes dadas préférés, la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales, parce que ça bouge pas mal au niveau international et au niveau européen en la matière. Et puis on va aussi mettre le cap vers l'Algérie où se déroule une belle mobilisation depuis plusieurs mois déjà. Et donc on va vous parler aussi de ce qu'on fait ici depuis le Parlement européen pour soutenir tous les jeunes qui se mobilisent là-bas. Et dans notre coin des lobbies, on va continuer à voyager avec cette fois-ci un courrier de la part du Vietnam qui, nous parle d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne. Allez, c'est parti, générique spécial mobilisation sociale. Cette semaine, c'est le début d'une mobilisation historique contre la réforme des retraites du gouvernement et pour défendre notre système de protection sociale. C'est une très belle mobilisation avec un niveau élevé de grévistes comme on n'avait jamais vu depuis un moment dans tous les secteurs de la société, que ce soit les profs, dans les transports évidemment on en a beaucoup parlé, mais aussi les avocats. Bref, tout le monde était dans la rue pour envoyer un message très fort au gouvernement qu'il faut entendre les aspirations populaires pour une telle réforme si importante. Et qu'il faut qu'Emmanuel Macron recule sur cette réforme. Et on a vu les réponses du gouvernement, c'est d'asséner des contre-vérités pour tenter de gagner la bataille de l'opinion. Et c'est pour ça que c'est important de déconstruire les contre-vérités qui sont données par le gouvernement et tous leurs porte-parole pour avoir un message très clair sur les retraites. Si on les prend un à un. D'abord, le gouvernement nous dit que c'est une réforme de justice et que tout le monde sera gagnant, y compris les femmes. Alors qu'en réalité, en moyenne, les femmes touchent déjà une retraite de plus de 40% inférieure à celle des hommes et que en changeant à la fois la manière dont on calcule, dont on prend en compte les enfants notamment, et en privatisant davantage notre système de retraite, les femmes seront davantage perdantes. Ensuite, le gouvernement nous dit que c'est une réforme pour lutter contre les privilèges parce qu'il y aurait trop de privilégiés. Mais là aussi, c'est un mensonge. D'abord, les chiffres qui sont donnés sont faux. Et puis, il faut garder en tête que les régimes spéciaux de retraite, notamment, ne représentent que 3% du total du volume des retraites et que la réforme des retraites concerne l'ensemble des futurs retraités. Le gouvernement nous dit par ailleurs que le déficit des retraites est énorme et que c'est pour ça qu'il faut faire une réforme. Mais là aussi, c'est faux, entièrement faux. C'est Emmanuel Macron qui est directement responsable du déficit de la sécurité sociale en creusant ce déficit-là, en faisant des réformes. Par exemple, le gel du point d'indice des fonctionnaires ou encore les exonérations de cotisations sociales qui sont accordées aux entreprises. Ensuite, grand seigneur, Emmanuel Macron nous dit que le gouvernement est prêt à négocier et qu'ils vont faire un grand débat. Mais là aussi, on connaît l'expérience du grand débat. Ça va être des questions fermées où les réponses sont limitées. Et puis, quoi qu'il arrive, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, nous a déjà dit que la réforme se fera quoi qu'il en soit. Le gouvernement nous répète aussi à l'envi qu'on n'a pas d'alternative. Soit il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, soit il faut baisser les pensions. Mais là aussi, c'est restreindre le problème parce qu'en réalité, le véritable enjeu, c'est comment on augmente la taille du gâteau et les recettes totales, sachant qu'on est plus nombreux autour de la table à se partager ce gâteau. Et donc, comment on peut augmenter les cotisations sociales en mettant, par exemple, davantage à contribution le capital ou les grandes entreprises qui ne respectent pas les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Et enfin, le gouvernement aussi nous répète que, surtout, rassurez-vous, on ne touche pas au système de répartition, tout reste comme avant. Mais là aussi, en réalité, c'est faux parce que les gens qui le pourront, et on l'a vu, ça s'est passé dans les pays nordiques qui ont mis en place le système par points, eh bien, les gens se tournent vers des régimes de pension privés
et donc qui accroît encore davantage les inégalités. On a eu une belle mobilisation cette semaine, mais l'enjeu maintenant, c'est de gagner la bataille de l'opinion, d'aller convaincre tout le monde, nos amis, nos voisins, qu'il faut se mobiliser, qu'on défend notre système de protection sociale. Moi, je suis assez optimiste qu'on puisse réussir à repousser le projet du gouvernement, optimiste qu'on puisse avoir une belle mobilisation sociale, optimiste aussi qu'on puisse porter une alternative en matière de réforme des retraites. C'est ce qu'on va proposer dans les prochaines semaines à la France Insoumise, parce qu'il en va de la protection sociale et de la lutte contre les inégalités à la fois générationnelles, à la fois entre les hommes et les femmes, à la fois entre les plus riches et les plus pauvres. Et c'est avec cet optimisme qu'on va se battre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de justice fiscale et de lutte contre l'évasion fiscale, alors que vous savez, c'est mon dada. Alors je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps de cette AQC pour vous débriefer tout ce qui se passe au niveau international comme au niveau européen et français, parce que ça bouge. Et sur le fond du problème, pour rappeler, on a aujourd'hui des règles fiscales au niveau international qui datent du siècle dernier, du début du XXe siècle. Et depuis, il s'est passé toute la mondialisation. L'essentiel des échanges économiques se font au sein d'une même multinationale entre leurs différentes filiales. Et le résultat, c'est que les grandes entreprises multinationales en profitent pour délocaliser artificiellement leurs bénéfices du pays où elles ont une activité, comme en France, vers un paradis fiscal comme l'Irlande ou le Luxembourg. Et le résultat de tout ça, c'est que, évidemment, nous tous, on est tous perdants, parce que ça fait de l'argent qui manque dans la caisse des États, de l'argent qui n'est pas investi dans nos services publics. Et il n'y a que quelques gagnants, que sont ces grandes entreprises multinationales, mais aussi leurs actionnaires qui comptent souvent parmi les plus riches au monde. Et donc, face à ça, forcément, il faut revoir complètement ces règles qui régissent la fiscalité internationale. C'est pour ça qu'il y a un travail qui a été entamé au niveau international sous l'égide de l'OCDE. Alors, il y a déjà un premier problème, c'est que l'OCDE, ça représente les 35 États les plus riches au monde, mais qui quand même a proposé une réforme de ces règles fiscales internationales. Cette réforme, elle prévoit deux mesures principales. D'abord, une répartition des bénéfices des entreprises, donc une méthode pour les répartir, entre les pays en fonction de l'activité réelle de ces entreprises. Et une deuxième chose, un taux minimum d'imposition sur les sociétés. Donc sur le papier, ça paraît assez intéressant. En tout cas, ça va dans une direction qui est plutôt intéressante. Sauf que là où le bas blesse, comme souvent, c'est dans les détails. Il y a un premier problème, c'est que la méthode qu'ils nous proposent pour collecter ces profits, en réalité, ça permettra que de collecter 5% en plus de bénéfices. C'est une ONG qui l'a calculé. Donc au final, bon, le gâteau qui sera taxé ne sera pas beaucoup plus gros. Et puis le deuxième problème, c'est que sur le taux minimum qu'ils nous proposent, non seulement c'est un taux qui est très faible, mais qui en fait n'est pas un taux commun au niveau international, qui est un taux pays par pays, qui ne s'appliquera pas entre les différentes filiales d'une même multinationale qui fait de l'évasion fiscale. Et cette réforme au niveau international, on en discute ici au niveau européen. On a un projet de résolution dans la commission dans laquelle je siège, les commissions des affaires économiques. Nous, on essaie de muscler un peu le dispositif pour avoir un véritable taux d'imposition minimum, y compris au niveau européen, et avoir des règles communes pour couper l'herbe sous le pied aux entreprises multinationales et dire, bah voilà, vous avez concrètement fait tant de ventes, vous avez tant de clients en France, vous avez tant d'employés, du coup, bah, la taille du gâteau à taxer, c'est tant de milliards d'euros et vous serez imposé sur ce taux-là. Et on essaie de faire avancer l'Union européenne dans ce sens. Et dans le même temps, au niveau européen, se continue la fameuse bataille dont je vous ai déjà parlé sur les questions de transparence fiscale. C'est savoir concrètement combien une entreprise multinationale paye en France et combien elle a d'activité pour savoir si elle paye sa juste part d'impôts. Et ce projet-là, il a déjà été voté par le Parlement européen et donc là en ce moment c'est en discussion entre les différents États membres et malheureusement la semaine dernière il n'est pas passé à un État membre près, bloqué par des États comme l'Autriche, comme la Suède. On ne sait pas pourquoi la Suède le bloque, évidemment bloqué par des paradis fiscaux, comme l'Irlande ou le Luxembourg. Dernier élément, l'échelon français, il y a eu un rapport cette semaine de la Cour des comptes qui pointe la responsabilité de l'État, l'inaction de l'État en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Pointe du doigt la baisse du contrôle fiscal, elle est de moins 22% en 5 ans.
il ne faut pas s'étonner que du coup on rentre moins d'argent dans les caisses de l'État, on rentre quasiment 2 fois moins d'argent avec les contrôles fiscaux en France qu'en Allemagne, alors que c'est des pays qui sont plutôt comparables. Et tout ça, on sait d'où ça vient des politiques d'austérité, puisque le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais aussi les gouvernements précédents, ont fait le choix de couper dans les effectifs des fonctionnaires qui luttent contre la fraude et l'évasion fiscale, puisque le nombre de fonctionnaires qui bossent à la Direction générale des finances publiques, qui traquent les fraudeurs fiscaux, a baissé de 20% en à peine 10 ans. Voilà de quoi continuer à se battre sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale, tant au niveau français qu'au niveau européen et international. Cette semaine, on va voyager un peu de Bruxelles. Je voulais vous emmener en Algérie où se déroule une grande mobilisation populaire depuis un certain nombre de mois déjà et dont on a assez peu parlé en France et pourtant qui s'inscrit dans le cadre de mobilisations sociales et populaires qui se déroulent dans plein de pays du monde. On pense évidemment au Chili, à Hong Kong, au Liban. Et en Algérie comme ailleurs, ce mouvement de contestation, surtout porté par la jeunesse, porte à la fois une demande de changement institutionnel, de changement de régime politique, mais aussi une soif de justice sociale et de partage des richesses. Et c'est souvent ces deux demandes fortes qui émergent dans ces processus un peu révolutionnaires qu'on voit dans différents pays du monde. Malgré la répression policière, malgré les menaces, malgré les difficultés à se mobiliser, on a des jeunes qui, depuis plus de 9 mois, descendent dans la rue tous les vendredis pour crier justement leur envie d'autre chose. Et je voulais leur envoyer un message de solidarité, leur dire toute mon admiration face à leur courage, leur détermination. Et comme je suis toujours un peu optimiste, ce vent qui se lève en Algérie, je pense, et j'espère aura une traduction politique. Et en tout cas, je voulais saluer toute la force qui est la leur et toute leur détermination. Et tout ça se fait dans un contexte particulier. Il y a un enjeu à court terme avec des élections qui vont se dérouler la semaine prochaine, le 12 décembre, et qui sont des élections qui sont contestées par les opposants, qui demandent un véritable changement des règles du jeu. Et nous, on s'est posé la question ici au Parlement européen de quelle pouvait être notre position, comment on pouvait soutenir ces mobilisations populaires sans pour autant que ce soit instrumentalisé par le pouvoir. Et on a fait le choix d'adopter une résolution qui a été votée par notre Parlement la semaine dernière en session plénière, qui dit en gros qu'on est du côté des mobilisations sociales et populaires et qui dénonce surtout la répression policière qui s'exerce à l'encontre des militants là-bas en Algérie. Alors évidemment, je ne sais pas comment cette mobilisation va évoluer, mais on regardera ça de très près parce que le vent qui s'est levé ces derniers mois en Algérie, cette soif d'avenir finalement de cette jeunesse, je pense qu'il s'éteindra pas de sitôt et que nous, on sera toujours du côté de ces femmes et de ces hommes qui se battent pour des causes justes. Tiens, la République socialiste du Vietnam veut qu'on signe encore un accord de libre-échange? Pas très socialiste tout ça. Allez, c'est parti, générique. Vous savez qu'on aime bien vous montrer dans notre coin des lobbies à quel point certains États essaient d'influencer les décisions politiques des parlementaires européens. Et cette fois-ci, on a le Vietnam qui nous marque quand même quelques points. Il nous parle d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Vous savez aussi que l'Union européenne adore les traités de libre-échange qui permet d'importer de l'autre bout de la planète n'importe quel produit et marchandise au mépris des droits des travailleurs, au mépris de la planète et qu'en général, ceux qui sont gagnants, ce sont juste les grandes entreprises multinationales. Et donc, l'Union européenne nous fait adopter à l'appel traité de libre-échange après traité de libre-échange et cette fois-ci, c'est celui avec le Vietnam qu'on étudie au Parlement européen qui est un traité important puisque le Vietnam produit notamment beaucoup de matériel électronique, c'est à peu près la moitié de leurs exportations. Et dans cette lettre, la République socialiste du Vietnam nous dit à quel point ce traité est formidable et évidemment en tant que parlementaire européen,
il faudrait le signer. Sauf que en pratique, le Vietnam est utilisé par beaucoup d'entreprises multinationales comme Samsung pour produire des appareils électroniques, souvent en exploitant les travailleurs locaux, en majorité des femmes, dans des conditions de travail qui sont difficiles, des salaires faibles, des horaires très importants et abusifs, souvent une protection sociale absente ou limitée. Vous rajoutez à ce cocktail le fait que le Vietnam soit pas vraiment l'État le plus démocratique au monde, qui viole assez allègrement à la fois le droit du travail mais aussi la liberté d'expression, le droit d'association au niveau local. Donc face à tout ça, la Commission européenne nous a dit attendez, si des droits humains fondamentaux sont violés, on mettra une clause de suspension. Sauf que si on écoute les ONG là-bas, le Vietnam muselle déjà les opposants, les droits des travailleurs sont déjà violés et qu'en réalité, si on suit cette clause de suspension, en pratique, ce traité de libre-échange, il ne devrait même pas entrer en vigueur. Et c'est pour ça que nous, et moi, en tant que membre de la Commission du développement, on a été consultés sur ce traité de libre-échange. Nous, on a dit clairement qu'on s'y opposait. On a essayé aussi d'en limiter un maximum les conditions négatives. Et on répondra à nos chers amis vietnamiens que pour nous, les droits des travailleurs et la planète priment. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas de votre traité de libre-échange. C'est la fin de ce 18e épisode de L'Aubry qui court. La semaine prochaine, on va mener une grosse bataille ici, depuis l'hémicycle où je me trouve, puisque la Commission européenne viendra présenter en session extraordinaire devant le Parlement leur plan pour un Green Deal européen. Et moi, depuis ma place tout devant, eh bien, je leur dirai qu'on sera très attentif et que leur vieille recette de greenwashing, on n'en veut pas. Et en même temps, on présentera notre plan alternatif de la gauche unitaire européenne pour un véritable Green New Deal. Mais on aura l'occasion de vous détailler tout ça parce que c'est un des enjeux principaux de ce mandat qui nous attend. D'ici là, portez-vous bien, on continue les mobilisations sociales, on donne de la force aux manifestants, aux gréfistes et on défend nos retraites. Et puis évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, un petit j'aime en dessous de la vidéo et à la partager aussi largement que possible. Et si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes de L'Aubry qui court, ça se passe juste en dessous, un petit abonne-toi pour vous abonner à la page et à la chaîne YouTube pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Portez-vous bien, la mobilisation sociale continue.